Madame, monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette édition du Grand Journal sur Ivoire TV. Voici les titres de ce bulletin. D'immenses perspectives s'annoncent dans la création d'emplois jeunes en Côte d'Ivoire. Ce jeudi déjà, 5000 ex-combattants se voyaient intégrés dans un programme gouvernemental pour des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. L'UNICEF poursuit son action sociale envers les enfants de Côte d'Ivoire. L'organisation onusienne lançait le mercredi 9 novembre dernier la distribution de kits scolaires pour les élèves de 325 établissements scolaires du pays. La base navale de Lokodjro à Abidjan accueillait ce jeudi 10 novembre 2011 la cérémonie de lancement officiel du recrutement de 5000 ex-combattants pour des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Le chef de l'État présent lors de cette cérémonie a même fait des révélations sur les stratégies du gouvernement en matière de lutte contre le chômage et selon lui, 50 000 emplois seront créés dans les 18 mois à venir. 6 mois après la fin de la guerre en Côte d'Ivoire, l'heure est aujourd'hui à la réinsertion socio-professionnelle des ex-combattants. C'est dans ce cadre que s'est déroulée ce jeudi 10 novembre 2011 la cérémonie de lancement officiel du programme de réinsertion de 5000 ex-combattants dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre au sein de la base navale de Lokodjro, dans la commune d'Atekoubé. Et pour cette phase de démarrage, le chef de l'État, le docteur Alassane Dramane Ouattara, a tenu à faire personnellement le déplacement en vue de montrer son adhésion totale à ce projet fort ambitieux qui prévoit le recrutement de ces 5000 ex-belligérants pour la réalisation de travaux routiers sous la coupole de l'AGEROUTE. Il est environ 11 heures quand le coup d'envoi de la cérémonie va être lancé avec une série d'allocutions entamées par le chef du village de Lokodjro, village hôte de la manifestation, qui au nom de tous ses administrés et au-delà du peuple adjant dans son ensemble, va implorer le pardon du président de la République pour les incompréhensions survenues dans un passé très récent entre sa communauté d'origine et le nouvel homme fort du pays. À sa suite, plusieurs autres intervenants se sont succédés à la tribune pour apporter chacun à son niveau des éléments supplémentaires pour la bonne compréhension de cette action d'envergure pour le recasement de tous ces jeunes gens tombés dans le désœuvrement après la crise post-électorale. Puis c'est le chef de l'État qui, dans une ferveur populaire, monte à la tribune pour délivrer son discours. Une fois encore, Alassane Ouattara a rappelé les conditions difficiles que sont celles dans lesquelles se trouve la jeunesse ivoirienne, avant de faire des promesses importantes et pleines d'espoir, entre autres l'offre dans les 18 mois à venir de 50 000 emplois supplémentaires aux jeunes Ivoiriens et l'aboutissement dans les 5 prochaines années du projet de création d'1 million d'emplois pour cette même jeunesse. Chers jeunes, vous serez les premiers bénéficiaires de notre politique que de vous procurer des emplois. À cet égard, l'État mettra en œuvre dans les 5 années à venir un plan d'aide pour qu'1 million de jeunes aient un emploi. J'ai le grand plaisir de confirmer que dans les 18 mois à venir, ce sont donc près de 50 000 emplois qui pourront être fournis aux jeunes grâce à ces différents programmes. Notre devoir est de satisfaire vos attentes, a dit le numéro 1 ivoirien, et cela, ses concitoyens semblent en être bien convaincus, à l'image de cette foule massive qui n'entendait absolument pas rater ce moment de communion avec le grand chef de la nation. Notons cependant que ce projet de réinsertion réalisé par le gouvernement ivoirien, en collaboration avec la Banque mondiale, s'étendra à plusieurs autres secteurs, hormis celui des infrastructures routières. Des kits scolaires distribués aux pensionnaires de 325 écoles primaires publiques d'Abidjan. C'est l'opération qu'a lancée l'UNICEF ce mercredi au sein du groupe scolaire Sogefia à Yopougon, en vue de permettre aux parents d'élèves d'aborder la nouvelle rentrée scolaire dans la sérénité. L'UNICEF au secours de l'école ivoirienne.
C'est le moins que l'on puisse dire après la cérémonie de remise de dons de kits scolaires par cette organisation internationale aux élèves du groupe scolaire Sogefia dans la commune de Yopougon à Abidjan. Ce mercredi 9 novembre 2011, c'est un parterre de personnalités, en l'occurrence le directeur régional Afrique de l'Ouest et du centre de l'UNICEF, M. David Grassley, le maire de la commune de Yopougon, M. Yao Yao Bertin, et un ensemble d'acteurs de premier plan du système éducatif local. Il est 9h30 quand la cérémonie proprement dite va débuter, avec une allocution de l'inspectrice générale de l'établissement hôte, qui a tenu à dire ses remerciements à l'UNICEF pour ce geste de haute portée sociale qui vient soulager les pensionnaires de cette école sinistrée. Intervenant à sa suite, le premier magistrat de la commune a lui aussi salué l'acte de l'UNICEF, car comme il a rappelé, l'éducation est la base du développement de toute nation. En effet, l'éducation est prioritaire pour moi et primordiale. Elle est la base du développement de tout pays qui veut bien évoluer. À son tour, la petite Isier Saint-Tige, porte-parole des récipiendaires, a abondé dans le même sens que ses prédécesseurs avant de faire part à l'organisation de besoins supplémentaires, notamment en ce qui concerne la construction d'une cantine scolaire au sein de l'établissement. Bouclant la série des allocutions, M. David Grassley, directeur régional Afrique de l'Ouest et du centre de l'UNICEF, a réaffirmé la détermination de l'organisation qu'il dirige à appuyer davantage l'école ivoirienne dans son évolution. Chers élèves, je suis très content d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je peux vous assurer qu'on va continuer de donner notre appui à cette école et d'autres écoles ici à Abidjan et dans le pays entier. C'est autour de 10h30 que la manifestation va s'achever avec une remise symbolique de kits scolaires à un élève de l'établissement avant que quelques personnalités présentes livrent leurs impressions à notre micro. Bon, ce genre de manifestation, je dirais, ce genre de dons, aujourd'hui, je dirais que c'est des choses qui sont en voie de disparition. Quand on en voit, vraiment, la joie est grande, elle est immense. On est même traumatisé par la joie. Well, nous sommes ici depuis très longtemps, donc c'est une continuation de notre travail depuis des années. Surtout après les crises de cette année, on a décidé d'augmenter notre assistance ici dans le pays et surtout dans le volet de l'éducation. Sentiment de joie et de profonde reconnaissance à l'endroit de l'UNICEF pour tous les efforts qu'il ne cesse d'accomplir pour accompagner l'école ivoirienne. Rappelons que cette action de l'UNICEF doit s'étendre à 324 autres établissements de la ville d'Abidjan, de sorte à permettre aux parents d'élèves d'aborder cette rentrée scolaire dans la sérénité. On part à l'étranger, nous faisons tout d'abord un tour sur le continent africain où les Équato-Guinéens doivent se rendre aux urnes ce dimanche 13 novembre pour se prononcer sur un projet de réforme de la Constitution. Le président Teodoro Obiang Nguema, quant à lui, continue de sillonner le pays pour encourager ses compatriotes à voter en faveur de cette loi qui prévoit entre autres l'instauration d'un conseil d'État et l'avènement d'un régime de type présidentiel. Guinée équatoriale, il ne reste plus qu'un jour aux Équato-Guinéens pour se prononcer par voie référendaire sur le projet de réforme constitutionnelle. Projet qui doit, entre autres, limiter le nombre de mandats présidentiels à 2. Nous désirons quitter le système actuel prévu par notre Constitution, qui est un système parlementariste dans lequel le Premier ministre détient un grand pouvoir. Nous souhaitons adopter un système présidentiel. De Malabo à Akurenam, en passant par Evinayong, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Basogo a déjà sillonné toutes les villes au mois d'août pour sensibiliser sur le sujet. Il s'agit d'une loi révolutionnaire, une loi très moderne que nous nous apprêtons à adopter, qui va contribuer au progrès de la Guinée équatoriale, qui va aider à la transformation politique, économique et sociale de notre pays. Pour cette initiative constitutionnelle, nous avons reçu les félicitations de la communauté internationale. Dimanche, la question sera directement posée aux Équato-Guinéens. Si elle est approuvée par les citoyens,
La réforme constitutionnelle prévoit la limitation à 2 septennats du mandat présidentiel, la parité homme-femme, la révision du système judiciaire, la création d'un Sénat ou encore la mise en place d'une Cour des comptes, notamment pour lutter contre la corruption. Dans le nord du continent, les nouvelles autorités libyennes comptent remettre sur les rails l'économie de leur pays. Après la longue guerre civile qui a durement touché les principaux secteurs d'activité du pays. Et pour ce faire, 2 grands chantiers, celui de la relance de la production pétrolière à 700 000 barils par jour d'ici à la fin de l'année et la redynamisation du secteur touristique. La production de pétrole relancée en Libye, le niveau de production d'avant-révolution devrait être rétabli dans 7 mois. C'est ce qu'a déclaré jeudi Ali Tarouni, ministre du pétrole et des finances libyen. Le pays devrait produire plus de 700 000 barils par jour avant la fin de l'année. Nous devrions retrouver le niveau de production que nous avions avant la révolution d'ici à juin 2012. 1 600 000 barils de pétrole par jour. Avant le conflit, plus de 80% de cette production était exportée. La Libye, membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, est le 3e producteur d'or noir d'Afrique, après l'Angola et le Nigeria. Le souhait du gouvernement par intérim est de développer les autres richesses. Il est temps de diversifier nos sources de revenus. Notre pays se porte bien. Nous avons des minéraux auxquels nous ne nous sommes jamais vraiment intéressés. Nous avons la plus longue et belle plage de la Méditerranée et nous espérons pouvoir développer le tourisme. Autre perspective libyenne, devenir un centre financier faisant le lien entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Avant de se quitter, nous vous donnons donc une bref aperçu de l'actualité hors du continent africain. Les forces de sécurité turques ont fini par intervenir tôt ce matin après une prise d'otage qui a duré près de 12 heures donc en mer de Marmara dans le nord-ouest de la Turquie. Le ferry faisait la liaison entre 2 villes avec 24 personnes à son bord quand il a été détourné donc par un commando qui s'est présenté comme affilié au PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Alors les médias ont d'abord parlé de 4 à 5 preneurs d'otages, mais il apparaîtrait que c'est en fait une seule personne qui est à l'origine de ce détournement. Alors hier soir, le bateau a été dérouté vers le sud-ouest de la mer de Marmara, là où se trouve l'île d'Imralı, et c'est une île célèbre parce que c'est là qu'est emprisonné Abdullah Öcalan, le leader historique du PKK, qui purge une peine de prison à vie. Alors les autorités ont spéculé sur une tentative d'approche de cette île-prison, mais la réserve de carburant du ferry s'est épuisée. Il a donc fini par jeter l'ancre au large d'Istanbul, et c'est donc là que l'assaut a été donné au cours d'une opération très rapide des forces de sécurité. L'homme portait des explosifs, il n'a pas été identifié, son appartenance au PKK n'a pas été confirmée donc, et en revanche les 24 passagers sont sains. C'était le 23 septembre dernier, une explosion de joie en Cisjordanie. Le président de l'autorité palestinienne venait de faire une déclaration à l'ONU. J'ai présenté une demande d'admission de la Palestine à l'ONU sur les bases des frontières de 1967 avec Jérusalem comme capitale. Près de 2 mois plus tard, c'est l'impasse. Les Palestiniens s'apprêteraient même à changer de stratégie car leur demande risque fort de ne pas aboutir. Selon des sources diplomatiques, un rapport du comité des admissions conclut que la Palestine répond certes à la plupart des critères nécessaires à une admission, même si le contrôle de Gaza par le Hamas demeure un problème. Mais plus généralement, la demande des Palestiniens est loin de faire l'unanimité. Pour obtenir une reconnaissance, il leur faut l'accord de 9 des 15 membres du Conseil de sécurité, une majorité qu'ils n'auraient pas. 6 pays soutiennent ouvertement la reconnaissance et 2, le Nigeria et le Gabon, pourraient également voter en faveur. Il manque donc une voix, car 4 pays dont la France s'abstiennent. L'Allemagne et le Portugal, quant à eux, pourraient voter non ou au moins rester neutres. Quant aux États-Unis, ils l'ont dit depuis longtemps, ils sont contre. Washington, qui de toute manière opposerait son veto. Du coup, les Palestiniens pourraient se résoudre à ne demander qu'un statut d'observateur permanent, un compromis suggéré dès le mois d'août par la France, qui nécessite qu'une majorité à l'Assemblée générale de l'ONU, une majorité que les Palestiniens devraient obtenir sans problème. 4 enfants dont les pères sont décédés en Afghanistan. Pour la première fois, ce 11 novembre rend hommage à tous les soldats morts pour la France. Ceux de 14-18 jusqu'aux soldats tués récemment dans les montagnes afghanes.
Le président prend place aux côtés des 4 enfants. À côté, dans l'assistance, parmi les militaires, les familles des hommes décédés en opération. Chef de bataillon, Benoît Dupin, mort pour la France. Au micro, la liste des 24 soldats tués en Afghanistan depuis le 10 novembre de l'année dernière. Mort pour la France. Ensuite, le président s'avance avec les 4 enfants. Jeanne, 11 ans, Henri, 9 ans et demi, Kylian Rakim, 7 ans et Baptiste, 8 ans. Après la disparition des tout derniers combattants de la Grande Guerre, le président a souhaité faire évoluer la cérémonie. Pour la première fois, elle n'est plus consacrée uniquement au souvenir des 1 400 000 poilus morts durant le conflit. L'hommage est rendu aujourd'hui à tous les soldats morts pour la France. Et ce matin, on a vu des images inédites, étonnantes. Les 4 enfants ont signé le livre d'or. Le président est resté à leur côté durant toute la cérémonie. On l'a même vu passer une écharpe autour du cou du petit Kylian Rakim qui avait froid. Ensuite, il a annoncé officiellement sa volonté de faire évoluer cette commémoration. Le gouvernement déposera dans les semaines qui viennent un projet de loi qui fera de la date anniversaire de l'armistice de 1918 la date de commémoration de la Grande Guerre et de tous les morts pour la France. Qu'il soit bien clair qu'aucune commémoration ne sera supprimée et qu'il s'agit de donner plus de solennité encore au 11 novembre alors que tous les témoins ont disparu. 93 ans après la fin de la Grande Guerre, ce 11 novembre offre un nouveau visage. Le président a également annoncé que le gouvernement apportera son soutien pour rendre obligatoire l'inscription sur les monuments aux morts des noms de tous les soldats morts pour la France, quel que soit le conflit. Voilà, c'est tout pour cette édition d'information. On se retrouve en semaine prochaine pour un autre point de l'actualité sur ivoiretv.net. D'ici là, restez connectés à l'écho de l'info sur le net. Au revoir.